Bah voilà, je pense qu'on en Apparemment, est. Nassim Bilal. hello tout le Bonjour à monde. tous. Hello. Pour reprendre l'appel de Nassim qui fait à chaque live, on n'attend aucune réponse, mais on est quand même content que vous soyez là. Exactement. On est aussi hyper content d'avoir Zinette Nguyen avec nous aujourd'hui. Donc bonjour Zinette. Comment ça va? Bienvenue Zinette. C'est un plaisir d'être là avec vous. De grands MC, 3 grands MC. Même si tu nous as avoué que tu n'avais pas regardé les anciens lives. Hein, oui, mais moi, je suis transparente. On m'a dit d'être transparente. Je suis on apprécie l'honnêteté et on va débuter le live sur de bonnes bases du coup. Ouais. Et désolé tout le monde, vous revoyez nos têtes à peine quelques jours avant le dernier live, mais on est déter pour cette dernière ligne droite avant APB. 11 mars. APB qui est aujourd'hui Parcoursup du coup. Ah, ouais. Ça. Merci pour la remise au goût du jour, Zinette. Ouais, ça nous fait nous rappeler comme on est vigilant. Merci à tous. Merci Bilal. Merci Nassim. Je vais rappeler le contexte rapidement. Donc, Grinta, c'est la chaîne qui a pour vocation d'inspirer les jeunes et moins jeunes à suivre leurs rêves et à poursuivre des parcours qu'ils ont toujours voulu suivre. On est du coup sur le live Grinta numéro 7, si je ne me trompe pas. On a Zinette Nguyen avec nous aujourd'hui. Merci encore d'être avec nous. Elle va nous parler, Zinette, de son parcours à Sciences Po. On espère que ça pourra inspirer le maximum de personnes. N'hésitez pas à partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par des études à Sciences Po. Comment ça va, Zinette? Ça va, moi j'ai la forme, j'ai pris mes vitamines, des Roca Boost, ceux qui savent. Donc, Ah, des Roca! C'est important, surtout en ce moment, je pense. Ouais. Non, mais j'espère que ce live, ce sera aussi un coup de boost pour nous tous, pour les gens qui regardent et pour moi-même aussi. Hein. Je pense que ça va être cool. Trop cool. Génial. Ouais. Zinette, je te propose juste de démystifier un peu la question d'où tu viens. Parce qu'on note, tu vois, des consonances hyper stylées dans ton nom. J'aimerais bien comprendre d'où tu viens. On en a un peu parlé, mais pour ceux qui nous regardent. Ouais, du coup, moi je viens de Sarcelles, de France, donc de Sarcelles, mais j'ai des origines du coup. 95 représente. Ah, toi aussi t'es du 95? Bien sûr, Persan-Beaumont, on est là. Du coup, moi c'est l'arrêt, la station là, RERD, c'est Gare Sarcelles, du coup. Ah oui, on connaît. Et voilà, ceux qui savent, hein, les vrais connaissent RERD. Mais voilà, j'ai grandi à Sarcelles et du coup j'ai des origines indiennes vietnamiennes. D'où mon nom de famille, Nguyen, du coup. Et donc voilà, j'ai grandi à Sarcelles, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Sarcelles, pour ceux qui connaissent pas trop, donc c'est au nord, banlieue au nord de Paris. Une ville très très diverse. On a plus de 80 nationalités, plus d'une centaine d'ethnies. Donc voilà, ça fait beaucoup de diversité culturelle. Et donc j'ai grandi là-dedans et je trouve que c'est très enrichissant. Parce que je suis particulièrement impressionné, Zinette, par les statistiques que tu as citées. Tu as dit quoi? 90 ethnies? Plus de 80 nationalités. Et c'est les chiffres officiels parce que du coup, avant, j'étais dans une asso donc, de Sarcelles, Sarcelloscope. Ah. Et du coup, bon, voilà. Mais j'ai un peu renseigné là-dessus, mais voilà. Et donc, voilà, j'ai grandi là-bas, donc maternelle jusqu'à lycée. Et j'étais au lycée Jean-Jacques Rousseau, donc de Sarcelles. PQPM. Il y en a qui connaissent. Ouais, moi j'étais tuteur à l'ESSEC et je crois que Jean-Jacques Rousseau il faisait partie du programme PQPM. Mais mes tutorés ils venaient de PQPM, donc big up à eux. Okay. Et pour la petite dédicace, mon frère a fait sa prépa à Jean-Jacques Rousseau. Prépa ECE, il a fini à l'ESSEC. Donc, je vois qu'il y a du très haut niveau là-bas. Potentiel, on parle de JGR Industrie. Hein. Donc, juste pour vous dire. Hein. Mais en vrai, c'est cool parce qu'on est beaucoup d'étudiants qui sortent de Rousseau et on essaye de s'entraider, de se créer un peu une communauté, de faire des choses utiles ensemble. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, qu'est-ce qui ça commence à Sarcelles, mais après, ça allait loin? Ouais, ça allait vers où? À Sarcelles, et puis après, c'est allé jusqu'à Sciences Po, et après Paris, après San Francisco, et re-Paris. Mais il y a trop de choses là dans ce que tu viens de dire. Je pense qu'il va falloir qu'on zoome un peu sur chacune d'entre elles. Ouais. Bah, disons que
tout a vraiment commencé en terminale à Rousseau. Avant, j'étais une bonne élève, mais voilà, j'avais souvent mes professeurs qui me disaient que je me contentais du strict minimum. Et du coup, en première, j'étais dans une classe où on était quand même assez soudés, on s'entraidait, on révisait ensemble, on faisait pas mal de choses ensemble. Et en fait, le fait d'être bien entouré comme ça m'a beaucoup boosté. Et j'ai notamment rencontré un très bon ami, on est toujours amis aujourd'hui. Et en fait, enfin voilà, on se boostait mutuellement. Et c'est là on a vu que en terminale, du coup, on était encore en contact et on voyait que il y avait une présentation de Sciences Po. Donc au lycée, on savait pas trop ce que c'était. Enfin moi, je connaissais pas Sciences Po du tout avant. Et donc on se dit pourquoi pas, on va aller voir ce que c'est. Et là, on a des gens qui interviennent, qui nous expliquent ce que c'est Sciences Po et qui nous parlent de la procédure, donc de la Convention d'éducation prioritaire CEP, donc qui n'existe plus aujourd'hui à proprement parler. Et en fait, c'est une procédure, une voie spécialisée qui permet aux lycéens qui font partie des lycées REP, donc réseau d'éducation prioritaire, d'intégrer Sciences Po, en passant notamment un premier oral d'admissibilité avec un dossier de presse qu'on présente, et ensuite un deuxième oral d'admission si on passe la première étape. Et donc voilà, moi je suis passée par là. J'ai beaucoup hésité à préparer ce concours parce que c'était quand même du boulot de faire ça à côté du bac. Moi je me suis dit bon, je sais pas si j'allais assumer. J'étais là, je sais pas trop. Et puis en fait le fait d'avoir aussi une dynamique et d'être entourée de personnes aussi qui voulaient réussir, c'était assez cool. Et donc on s'est motivé. J'ai passé le concours et du coup j'ai intégré Sciences Po en 2016. Et super. Félicitations. Bravo. Ça remonte, mais ouais, merci. Championne. Et il y a d'autres personnes de ton entourage qui l'ont intégré à ce moment-là? Oui, on était trois, du coup, Blaise, Mathieu et moi-même. Et dédicace à l'équipe. Voilà, dédicace à tout JGR, hein, vraiment. Et non, et puis les autres aussi ont intégré d'autres parcours, enfin la Sorbonne ou d'autres écoles prestigieuses. Et d'ailleurs, avec Blaise, on a passé le concours national aussi. Parce qu'en fait, à l'époque, on pouvait passer le concours que tout le monde passait. Donc, c'était un peu plus difficile. On avait trois épreuves. Donc, on avait le choix. Donc, moi, j'avais pris SES, histoire et anglais. Et en fait, c'était en plus du parcours de la candidature CEP. Et c'était assez compliqué parce que les gens se préparaient 1 an, 2 ans avant, faisaient des prépas justement pour passer ce concours. Et bon, Blaise m'a dit, écoute, on est boursier, on va pas payer les 150 € de frais de concours, donc on y va. Et puis je me suis motivée. En fait, j'ai révisé 2-3 semaines, on a révisé ensemble. J'ai pas eu ce concours-là, lui, il a eu d'ailleurs, félicitations. Et moi, j'ai pas eu via cette voie, mais en fait, ça m'a grave boosté parce que en 2-3 semaines, j'ai beaucoup gagné en méthode de travail. Et aussi le fait d'aller là-bas, ça m'a permis d'avoir mes résultats, ça m'a aussi aidé à démystifier ce que c'était Sciences Po et en fait tout l'engouement qu'il y avait autour, dans le sens où j'ai pas eu le concours, mais j'ai quand même une bonne note à mon dossier. Et moi, je me suis dit, je fais rien de ma vie, je fais pas 10 000 trucs, je fais pas de sport, je fais rien. Donc voilà, mon dossier c'est 0. Et au final, j'ai eu quand même, je crois, un B, donc sur D, A, B, C, D. Et en SES, j'avais eu 13, 14. Donc voilà, ça m'a redonné confiance en moi. Donc c'était à la fois une claque aussi parce qu'en anglais, j'ai une sale note alors que j'étais la première dans ma classe en anglais. Donc voilà, on voit aussi la différence. Et donc c'était une première quand même expérience assez intéressante. Super. Et du coup, si on prend un peu de recul, Zinette, parce que je t'avoue que moi, je ne sais même pas encore ce que c'est Sciences Po. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est Sciences Po? Qu'est-ce qu'on fait après? Pourquoi est-ce que tu as fait Sciences Po et la classique, quoi? Ok. Alors, Sciences Po, c'est l'Institut d'études politiques de Paris, donc IEP de Paris. On étudie les sciences humaines, les sciences sociales et les sciences politiques. Et donc, c'est un scope très large. Donc, en fait, on étudie plein de choses. Et c'est une école qui date de longtemps. Ça a été créé par Émile Boutmy en 1872. Et en fait, l'idée initiale, c'était de pouvoir former une élite qui quand même qui pouvait analyser les enjeux contemporains, innover et voilà, améliorer la France. Et donc voilà, c'est parti de cette idée-là. Et donc en fait, on étudie plein de choses. Et disons que
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pluridisciplinaire. Donc, on peut étudier la sociologie, l'économie, les sciences politiques, plein de choses, la philosophie. Et l'idée, à la fin, c'est qu'on touche un peu à tout et qu'on apprenne aussi à apprendre et à s'adapter. Et je pense que ça, c'est surtout ce qu'on fait pendant le bachelor, donc les 3 premières années de la formation. Et ensuite, on a les 2 années de master. Si je résume en gros de gros ce que c'est. D'accord. Donc, hyper généraliste. Et du coup, c'est quoi les voies qu'on peut faire après Sciences Po? Parce que là, tu as touché à beaucoup de sujets différents. Est-ce que ça veut dire que si je fais Sciences Po, je peux faire ce que je veux de ma vie ou c'est quoi l'idée? Bah, disons que. Alors, moi, j'ai aussi une vision assez particulière du fait qu'il n'y ait pas de parcours tracé. Et disons que, voilà, à Sciences Po, aussi, il y a beaucoup de prestige et donc c'est assez reconnu et donc ça ouvre aussi beaucoup de portes. Et disons que. Je connais plein de gens qui ont fait Sciences Po et ensuite qui ont fait d'autres choses et pas forcément de la politique. Parce que souvent, le cliché, c'est, même moi, dans ma famille, c'est ah, t'as fait Sciences Po, du coup, tu vas devenir ministre. Je suis là, non. Ouais. J'aime bien étudier la politique, les enjeux politiques, mais voilà, je ne vais pas forcément finir dans la politique. Et ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Mais oui, on peut faire plein de choses. Donc, dans les masters, par exemple, on a affaires publiques, on a 7 écoles, affaires publiques, relations internationales, droit, journalisme, l'école doctorale donc de la recherche, donc sur plusieurs sujets, sociologie, économie, sciences politiques. On a l'école du management et de l'innovation dans laquelle je suis, avec master marketing, communication, finance et stratégie, etc. Et une école urbaine. Donc voilà, on voit un petit peu qu'il y a quand même un prisme large. Et ok. je pense que après, juste pour revenir un peu sur avant de parler de ce qu'on peut faire après, mais juste, je pense que c'est lié au fait qu'à Sciences Po, quand tu fais Sciences Po, et Sciences Po Affaires publiques, c'est l'autoroute pour faire l'ENA, qui est l'École nationale d'administration, dont je pense qu'on en a parlé un peu. Et en fait, c'est pour ça que en fait, le parcours classique de pas mal de grands hommes politiques, ça a été de passer à Sciences Po, ensuite d'aller à l'ENA. Et c'est pour ça que je pense aussi il y a cette confusion-là. Oui, c'est vrai, on parle de voie royale, en fait, tu vas à Sciences Po, ensuite, parce que c'est 80% des admis à l'ENA, ils sont passés par la prépa-ENA de Sciences Po. On a la prépa-ENA qui a de très, très bons résultats. Donc, voilà, ça fait que c'est assez reconnu, du coup, pour ce master-là et ce domaine d'affaires publiques. Et donne-nous quelques noms de… Pardon, Mehdi, mais donne-nous quelques noms de personnes qui ont fait Sciences Po, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de quelle école on parle. Hein. Ouais. En fait, comment on me l'a vendu, moi, c'est quand, lors de la présentation, là, dans mon lycée, c'était… on parlait, j'étais là, oui, ok, d'accord, c'est très bien, machin, c'est très sélectif, blablabla. Et puis après, on me dit, en fait, on a beaucoup de présidents qui sortent de cette école. Là, on me dit, voilà, Hollande, Chirac, Mitterrand, ou encore Simone Veil, enfin voilà, des ministres, etc. Là, je me dis, ah ouais, quand même, ok, d'accord. Et puis, en fait, c'est ça aussi quand je parlais à mes parents, parce que du coup, eux n'ont pas fait d'études et bon, ils ont du mal à visualiser et tout ça. Je leur ai dit, en fait, vous voyez Macron, et il vient de la même école que moi. Bon, même si c'est pas, voilà, bon, ça reste Macron, mais il arrive un peu à voir un peu ce que c'est. Et non, c'est vrai. Et puis en termes de sélectivité aussi, c'est très sélectif. Un taux d'admission de 20%. Donc, à peu près sur plus de 40 000 candidatures, on a un peu plus de 4 000 admis. Donc, ça, c'était. 40 000 quand même. Non, 40 000, 4 000. Sur 20 000 candidatures, donc master et. D'accord. On a à peu près plus de 4 000 admissions. Donc, ça reste assez. D'accord. Et tu as parlé du coup des IEP, tu as parlé de Sciences Po Paris, mais il y a d'autres IEP aussi en France. Hein. Il y a Strasbourg, je pense que tu les connais mieux que moi, mais est-ce que tu peux… Ouais, voilà. Ouais. Alors du coup, non, moi je sais pas trop pour les IEP de Paris, mais je sais que voilà, il y en a d'autres, donc Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grenoble. Peut-être que j'ai pas les autres en tête. Aix, je crois. Aix, ouais. Après, c'est vrai que Sciences Po, c'est vraiment aussi une carte de visite parce que voilà, Sciences Po, on sait un peu ce que c'est. Il y a le réseau autour, il y a les grands noms et tout ça, donc c'est vrai que ça. Est-ce que
est-ce que tu sens que ta vie, elle a changé après Sciences Po? Genre les gens, ils te parlaient différemment, ils te voyaient différemment. Ouais, je n'aimais pas au début. J'aimais pas au début. En fait, à chaque fois, quand on venait, c'était ah, toi, la Sciences Po. En fait, moi, c'est Zinat. Moi, c'est pas Sciences Po. Je m'appelle pas Sciences Po. Donc, enfin, voilà. En tout cas, moi, peut-être que ça peut plaire à d'autres, mais moi, j'aime pas ça et je trouve que c'est important aussi quand on intègre Sciences Po de savoir rester humble. Et c'est pas toujours facile parce que voilà, on se retrouve, enfin, on peut croiser des ministres dans les couloirs. Et à vous, Zinat, vous avez des conférences où les intervenants vous disent que vous êtes l'élite de la France, non? Ah oui, mais ça, vous êtes les futurs leaders de la France. On connaît. Voilà, donc on a une responsabilité sur le dos, mais non, mais voilà. Cool. Et peut-être, et ta vie depuis que tu es rentré à Sciences Po, est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi à Sarcelles, ça fait de toi quelqu'un de différent à Sciences Po? Est-ce que tu as senti une espèce de que tu n'étais pas forcément totalement intégré ou est-ce que tu t'es senti comme un poisson dans l'eau? Ah non, pas du tout comme un poisson dans l'eau parce que déjà, bon, moi, disons que enfin, j'allais à l'école quand j'étais petite, j'allais à l'école, je rentrais à la maison. Et voilà, j'avais pas forcément d'autres activités à côté, je sortais pas tant que ça. Et, donc voilà, moi, j'allais pas sur Paris ou quoi. Et donc c'est vrai que c'était même Déjà, si tu dis sur Paris, c'est que c'est déjà compliqué déjà. Ouais, c'est un autre monde un peu. Et donc dans ma famille, pareil, en fait, j'étais la première à avoir fait du coup une école sur Paris, ouais, sur Paris, parce que les autres, ou mes cousins, ou mes cousines, c'était plutôt d'autres choix où les facs étaient un peu plus proches. Et donc c'est vrai que j'avais pas d'exemple en fait autour de moi. Et donc ça c'était un peu compliqué aussi parce que j'avais pas forcément tous les codes. Et donc quand tu arrives, donc ouais, moi j'arrive à Sciences Po, on rencontre des gens vraiment de partout, sachant que aussi il y a quasiment la moitié des étudiants qui sont des étudiants internationaux. Donc vraiment quand on arrive là-bas, on a des gens qui viennent de partout de la France et de partout du monde. Et donc voilà, tu rencontres aussi plein d'autres cultures et aussi en termes de connaissances. Enfin, quand on arrive, je pense que quand on vient de banlieue et quand on arrive dans une grande école comme ça, on parle pas de la même chose, on n'a pas les mêmes références. Au début, enfin, je sais pas, on avait une semaine d'intégration. Les gens parlaient de choses, enfin, moi, je comprenais pas. Ils rigolaient, ils faisaient des blagues, ils riaient, ils faisaient des blagues sur des choses, j'avais pas du tout les rêves. Donc, j'étais là en mode, ok. Mais tu avais des rêves différents, c'est ça que tu veux dire. Tu apportais des choses différentes sur la table qu'eux, ils n'avaient pas forcément. Ouais, mais au début, on a du mal à s'affirmer parce que on se sent pas forcément à sa place. Et il y a toujours aussi ce syndrome un peu de l'imposteur où on se dit, bah, peut-être que je mérite pas cet endroit, je suis un peu là par hasard, j'ai de la chance, etc. On se pose toujours ces questions-là. Mais après, aussi, on s'adapte au fil du temps. Et le fait aussi d'avoir grandi à Sarcelles, je pense que c'est une richesse aussi parce que je parlais de ça tout à l'heure, de la diversité culturelle. Et aussi là, quand on arrive à Sciences Po, on se retrouve aussi avec d'autres gens et d'autres cultures, mais on est quand même habitué. Il y a aussi ce côté un peu, cette tolérance et cette habitude et cette curiosité et ouverture d'esprit qui m'a aidé, je pense, à m'adapter aussi à Sciences Po. Trop cool. Okay. Une question, Mehdi, de suivi un peu lié à ça. Ouais, qu'est-ce que tu penses des admissions parallèles et des voies égalité des chances? Et deuxième question, j'ai souvent entendu dire que les étudiants issus de ces voies-là se sentaient discriminés ou le vivaient pas forcément bien, que ce soit en interne vis-à-vis de leurs camarades ou en externe vis-à-vis des employeurs. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta perspective là-dessus? Ouais, juste avant ça, est-ce que tu peux juste nous faire un petit récap rapide de c'est quoi les différentes voies d'accès pour qu'on comprenne bien? Donc, alors, initialement, donc, moi, je vous avais parlé de la procédure nationale et de la procédure CEP. Et aussi, il y a la procédure internationale. Donc ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, cette année, en 2021, la rentrée 2021, la réforme d'admission est entrée en vigueur. Et du coup, tout est centralisé sur Parcoursup, donc anciennement APB. Et donc, il y a plus de voies, disons, à proprement parler, de voies CEP. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est en termes de quotas. Donc, il y a Sciences Po garantit un certain quota de 3-30% des boursiers, 25 à 30%
de boursiers. Et il y a toujours encore cette préparation dans les lycées. Donc, pour les lycées partenaires du réseau d'éducation prioritaire, on a, je crois qu'il y a à peu près 100 à 130 lycées. Et donc, il y a des ateliers hebdomadaires d'accompagnement pour ces étudiants qui veulent, pour ces lycéens, pardon, qui veulent intégrer Sciences Po. Et donc, ça, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais tout est quand même centralisé sur Parcoursup. Et donc, il y a une première étape avec le dossier à envoyer. Et il y a une présélection du coup sur dossier. Et ensuite, il y a la deuxième étape où il y a, si tu es présélectionné, tu passes l'oral d'admission à Sciences Po. Donc là, ça a changé. Comment est-ce qu'on sait si… Pardon, juste, avant, c'était différent. Ça, c'est la nouvelle procédure. La nouvelle procédure est uniquement sur dossier. C'est ça. Et ce qui est en fait beaucoup. Et c'est encore très, très flou parce que ça change. Enfin, on a des informations vraiment au compte-gouttes et ça arrive petit à petit. Mais comme c'est la première année, c'est une année un peu test. Ouais. On n'est pas vraiment informé de tout ce qui se passe. Et là, c'est vraiment pour encourager aussi les lycéens à postuler. Pourquoi? C'est parce que avant Sciences Po, le concours, c'était vraiment une préparation. C'est-à-dire qu'en novembre, dans ton année de terminale, tu devais déjà être en vitesse de croisière si tu voulais avoir une chance d'intégrer Sciences Po l'année d'après. Là, on est passé sur un modèle sur dossier qui, en fait, toi, peut-être qui n'est pas sûr de ce que tu veux faire l'année prochaine, mais qui a quand même des bonnes notes. Bah, dans le doute, tu peux tenter, même si tes notes, tu penses qu'elles sont pas si bonnes, ça coûte pas grand-chose d'essayer, quoi. Ouais. Après, il faut avoir une lettre de motivation et préparer le dossier. Mais ça revient au fait de ce qu'on avait dit déjà plus tard, de toujours avoir des choses extrascolaires et de faire des trucs en dehors de l'école parce que c'est dans ces moments-là que ça peut faire la différence. Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi… le fait que ce soit sur Parcoursup, disons qu'il y a une envie d'un peu démocratiser Sciences Po, l'accès à Sciences Po, mais de l'autre côté, en fait, c'est aussi sur dossier. Et le dossier de base, il y a beaucoup de choses et on sait très bien que quand tu viens des Sarcelles, dans un lycée de Sarcelles, ou quand tu viens dans… T'as pas fait du solfège. Voilà. J'ai pas fait poney, moi, j'ai pas fait poney. Moi, je voulais faire de la clarinette. Ouais, donc en vrai, c'est assez compliqué. Il faut voir cette année ce que ça donne pour voir si on peut… s'il y a des améliorations possibles, mais ouais, c'est une année test. Mais en tout cas, je trouve que c'est ultra ambitieux, là, l'objectif de 20-30%. Et c'est vraiment top parce que les écoles de commerce, par exemple, je crois qu'à HEC, on a moins de 5 ou 10% de boursiers. Donc, je trouve que voilà, Sciences Po a montré la voie il y a plusieurs années et vous continuez à être ultra exemplaire. Donc, c'est vraiment top. Après, c'est vrai que depuis plusieurs années, la CEP, ça a été mis en place par décret en 2001. Donc, quand même, ça fait 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un certain quota de boursiers. Mais voilà, et du coup, comment je sais si moi je suis lycéen aujourd'hui, comment est-ce que je sais si mon lycée fait partie du coup des 120 ou 130 et que je peux avoir des ressources qui vont m'aider à intégrer Sciences Po? Alors ça se passe vraiment au niveau des lycées. Faut voir, en général, quand il y a la présentation, il y a les professeurs qui nous disent, les élèves ont l'information. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de lycées qui préparent déjà en première. Comme c'est sur dossier, c'est vrai que le dossier, ça prend en compte la seconde, la première, la terminale. Donc, c'est mieux d'anticiper et de commencer à se préparer dès la première ou encore la seconde. Et donc, c'est vraiment par lycée aujourd'hui. Il n'y a pas de ce que je sache, il n'y a pas de site ou quoi où tu peux aller voir si tu fais partie des lycées partenaires. Mais normalement, quand tu es dans un lycée partenaire, tu as l'information. Et après, sinon, il y a toujours tu peux toujours repostuler sur Parcoursup, même si tu es moins accompagné. Mais voilà, après, il y a des structures aussi qui doivent accompagner. Il y a Aide et Conseil Sciences Po, il y a Ambition Campus. Donc, on peut en parler après, mais voilà. Mais je me dis, les gars, du coup, juste, ça veut dire qu'en fait, tu peux plus te permettre de foutre le sbeul en seconde et en première. Parce que du coup, ils prennent en compte toutes les années de lycée. Donc, ça veut dire que dès le départ, il faut que tu te… après, c'est ça aussi pour la plupart, je pense, des dossiers. Et même quand, à mon époque, c'était aussi… Pour ta prépa, c'était pareil, non? C'est pareil, hein, je pense. Peut-être un élément en plus, mais je sais que tu vas en parler après, Zinette, mais parce que Sciences Po, tu peux aussi le tenter. En fait, tu peux faire plusieurs choses. Déjà, tu peux tenter les IEP de province. Si tu n'as pas les IEP parisiens, tu peux tenter les IEP de province. Et si tu as des bonnes notes, tu pourras repasser
à Sciences Po Paris. Sachant que certains IEP aussi sont plus sélectifs apparemment que Sciences Po Paris. Donc Ok. ça considère aussi. Déjà, il y a ça. Et après, il y a la procédure à Bac+3 que tu peux faire post-licence. C'est ça. Donc, Sciences Po, tu peux l'intégrer à post-bac, donc après la terminale, ou bien tu peux retenter même pour. Après un an de prépa, je crois. Non, enfin, tu. Après Cannes, Hippocagne, je crois que tu peux tenter Sciences Po. Ah, ça, je sais pas du tout, mais je sais qu'il y a deux voies. Enfin, en tout cas, il y a deux voies d'entrée. Il y a après le bac et il y a ensuite un master. Voilà, Bac+3. Et ça, il y a même des professionnels qui intègrent certains masters, donc c'est ouvert à. Et cette procédure-là, en fait, elle se passe en deux parties. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se passait à mon époque quand je l'ai passée. Il y a une partie dossier. Ton dossier est noté A, B ou C. Et ensuite, il y a une partie note de synthèse A, B ou C qui est notée aussi. Et en fait, il fallait avoir soit AB ou soit AA, soit AB. Mais si tu avais BB, tu pouvais pas passer l'admissibilité. Ok, non, du coup, moi, je suis pas passée par master. J'ai pas l'info exacte. Mais ouais, c'est pareil, c'est une première étape sur dossier et ensuite un oral. Il me semble. Oui, il y a un oral. Il y a un oral, ouais. Ouais, un oral d'admission. D'accord. Ok. Mettons que maintenant je rejoins Sciences Po, que j'arrive après le lycée en première année à Sciences Po. Ça ressemble à quoi le parcours? Genre, c'est combien d'années? Qu'est-ce que je vais faire? Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton parcours? De Saint-Germain-des-Prés, tu vas nous parler de Saint-Germain-des-Prés? Saint-Germain-des-Prés, c'est mieux de manger au Crous, hein, parce que exactement. Prochaine de Mago, quoi. Ça y est, c'est bon, t'es une vraie. T'es validée par la street. Non, il y a juste. Mais qui dit il n'y a plus d'examen écrit en master pour l'admission. Ouais. Donc c'est que dossier aussi. Ouais. Je crois. Ok. Ouais, du coup, donc quand tu arrives à Sciences Po, en termes de formation, c'est des cours de formation commune. Donc en général, la première et la deuxième année, tu n'as pas forcément beaucoup de choix dans les cours. Enfin, il n'y a pas vraiment de spécialisation. Merci, Mélie. Des cours très, très, très divers. Sociologie, histoire, espace mondial. Et il y a des cours aussi un peu plus cool sur des sujets. Il me semble qu'il y avait quelque chose sur le foot, c'est les enjeux politiques. Enfin voilà, vraiment, c'est des cours voilà, à la carte et c'est très, très, très divers. Et, ça, c'est première année, hein? Ouais, première année. Et deuxième année, il y a un peu plus de spécialisation. Donc, encore une fois, ça a changé et moi, j'ai vieilli. Mais il me semble qu'il y a 3 spécialités aujourd'hui. Et donc, avant c'était droit, politique, sciences politiques et économie. Aujourd'hui, c'est politique et gouvernement, une filière un peu plus économique. Et en fait, en deuxième année, tu as quand même une spécialité et tu as quelques cours qui rentrent dans ce cadre de spécialisation. Mais ça reste tout de même, encore une fois, très, très généraliste. Et je pense que l'idée de ces 2 premières années, c'est vraiment de faire le tour et de gagner en culture générale, en esprit critique et en méthodologie surtout. Et après ces 2 années-là, il y a une 3e année qui se fait à l'étranger. Et donc, soit en échange universitaire. Donc, on a plus de 400 universités partenaires dans le monde. Et pas des moindres. Ouais, pas des moindres. On a aussi certaines qui sont assez sélectives où il n'y a que 2 places, hein, mais Columbia, par exemple, Berkeley, on a King's, on a voilà, un peu dans tous les pays, enfin, pas mal dans le monde. Et donc, soit ça se fait en stage ou en échange universitaire, ou bien en année hybride, c'est-à-dire un semestre en université et un semestre en stage. Voilà, c'est ouf ça. Et du coup, toi, t'es parti où, toi? T'as fait quoi? Alors, je sens qu'il y a une grosse histoire qui arrive. Elle va envoyer. Fais-nous rêver. J'ai fait un stage avec Obama. Vas-y, ouais. Ah non, c'est pas là. Mais on va pas dire Phuket. la deuxième année, on doit faire le choix. Et donc voilà, il faut faire le dossier, les lettres de motivation. Et donc moi, j'ai choisi de faire un échange universitaire. Et donc initialement, je voulais aller à l'University of Toronto, donc au Canada. Parce que mon projet de 3e année, c'était vraiment perfectionner mon anglais et donc aller dans un pays anglophone. Et donc l'option facile, c'était l'Angleterre, mais parce que j'aimais pas l'accent, je voulais pas
Donc, je voulais partir en On Amérique. s'excuse pour nos amis anglais qui nous regardent, désolé. Désolée, c'est personnel. Enfin, juste, je préférerais. Enfin, je ne voulais pas prendre l'accent britannique. Tu n'aimais pas trop Harry Potter, en gros. Ça, ouais, voilà. Vas-y, ouais. Mais ouais, du coup, donc j'ai fait mes choix. Et en fait, il fallait avoir un certain score, donc à l'IELTS ou TOEFL. Et donc, c'est des examens pour évaluer ton niveau d'anglais. Et donc, pour aller à U of T, il fallait au moins 6,5 pour pouvoir postuler. Et donc, au final, j'ai pas eu ça. Et je me suis dit, bah, purée, qu'est-ce qu'il me reste et tout. Et là, j'ai eu 6. Et donc, il restait beaucoup d'universités américaines. Et donc, moi, je voulais pas trop aller aux États-Unis parce que voilà, j'avais vraiment cette image un peu cliché. Et c'était aussi le moment Trump. En fait, je voulais pas mouiller. Je me suis dit, moi, vu ma tête, peut-être c'est mieux que je reste au Canada. Mais au final, donc, j'ai fait mes recherches et j'ai beaucoup parlé à d'autres étudiants et d'autres étudiantes aussi. Et San Francisco, c'était un coup de cœur. Et donc, parce que quand même, c'est une ville assez particulière des États-Unis. C'est un peu une bulle un peu libérale où il y a plein de choses, c'est chargé d'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et il y a la Silicon Valley. Enfin voilà, beaucoup de choses. Et je commençais à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat, la tech, l'innovation. Et donc, c'était l'endroit parfait. J'ai postulé. C'était mon vœu 1. Je l'ai eu. J'étais trop contente. Mais voilà, après, il fallait bien préparer ce départ à l'étranger. Et donc, c'est la première fois, du coup, que j'allais quitter l'Europe toute seule. Je t'interromps 2 secondes. Ouais. Moi, j'applaudis parce que je trouve que c'est quand même super stylé. Je sais que Nassim, juste pour te refaire un peu de pub, parce que je sais que tu aimes bien nous dire ça, mais tu as vécu en Californie aussi, non? Lourd. I was in LA, Los Angeles. When I was in LA. West Hollywood. On va dire ce que tu faisais. Mais... West Hollywood. Ah oui, tu faisais quoi derrière LA? Tu veux pas nous dire? Hein? Tu faisais quoi LA? Joke. Seuls les vrais savent. Il était acteur. Ok, ouais, du coup, San Francisco. Ouais, donc San Francisco, et donc il faut préparer. Donc là-bas, ça coûte très, 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 très cher, la vie là-bas, et surtout le logement, en fait. Et donc moi, j'habitais chez mes parents, j'avais pas ces problèmes-là avant. Et donc voilà, c'était un peu, c'était un grand pas. Et fallait préparer tout ça, mais je me suis beaucoup renseignée. En deuxième année, c'est vrai que je courais dans tous les sens pour pouvoir préparer ça. Fallait le financement, mais j'avais économisé aussi. J'avais un peu travaillé à côté. Il y avait les bourses, donc je suis boursière, donc il y avait les bourses qui m'ont beaucoup aidé. Et donc voilà, j'étais admise donc à l'université, donc San Francisco State University, et qui se trouve du coup. Pas mal l'accent, on valide. Voilà. Ah oui, je vais parler anglais, après on va me charrier. Ça, c'est l'ULTS, numéro 6, vas-y. Donc vous validez, projet de perfectionnement de la langue réussi, vous validez? Solide. Ouais. Je te donne la notation Duolingo, vas-y, ouais. Ouais. Et donc du coup, j'arrive là-bas et voilà, donc je trouve un logement, je galère, je trouve un logement sur Facebook. Vraiment, c'est bizarre. Pour moi, c'est pas très fiable, mais voilà, il y a un post, donc une fille qui dit j'ai une place de libre dans ma chambre parce que du coup on partage les chambres là-bas, c'est très commun. C'est chaud. Donc, ouais, de ouf. Et donc moi c'était une perle rare ce que j'avais trouvé parce que c'était $600 pour une chambre partagée. C'est vraiment pas cher. Hein. Bah ouais, pour là-bas, sachant que ça peut être beaucoup plus cher, genre minimum $1,000. Et t'habitais où? $1,000 la chambre, hein. On n'est pas dans l'appart, on parle pas d'un appart. $1,000, c'est juste t'as une chambre tout seul. Chambre partagée, $600. Ouais, $600. $600, c'est vous êtes deux dans la chambre. Mais pas plus rare, parce que sinon ça peut être $800 ou plus. Ouais. Voilà. Et donc tu me disais où j'habitais. Donc c'était dans une maison, une coloc. On était 7. On était 7 avec 2 étages. Friends. C'était Friends, on m'a dit. 13. Friends. Ah! C'est la série. Ouais, mais tu l'as pas dit avec je crois que tu n'étais pas né quand Friends. Non, si, j'ai compris. Ça va, j'ai la rêve. Mais ouais, du coup, c'était aussi des étudiants qui venaient de partout. Donc, c'était un peu une dame qui louait aux étudiants internationaux. Et donc, il y avait des Britanniques, il y avait des Suédoises, quelqu'un qui venait de Hong Kong. Donc, voilà, c'était assez divers. Et donc,
En fait, c'est tellement une grande expérience, je ne sais pas par où commencer. Posez-moi des questions. Je sais pas. D'accord. Non, mais ouais, le truc qui t'a le plus choqué aux États-Unis. Donc, tu nous as parlé du financement. Vas-y, ouais, prends ça de Nassim d'abord. C'est plus intéressant. Ouais, le truc qui t'a le plus marqué aux États-Unis, surtout à San Francisco, il faut savoir comment c'est. Hein. C'est la ville même, il y a des pentes, ça monte, ça descend. C'est très libéral, comme tu l'as dit. Donc, qu'est-ce qui t'a plus, qu'est-ce que tu as le plus apprécié là-bas? Je pense qu'en arrivant, donc quand je suis sortie de l'aéroport, ce qui m'a choqué, c'était le climat, en fait. J'étais pas prête. Moi, on m'a dit Californie. Dans ma tête, c'était le soleil, tout ça. Mais en fait, San Francisco, c'est pas Los Angeles. Donc, en fait, il fait quand même un peu plus froid. Il y a du brouillard souvent. Et moi, j'étais pas prête. Du coup, le truc le plus chaud que j'avais, c'était une veste en cuir. Et donc, je voulais pleurer à ce moment-là. Je me suis dit, purée, je fais comment? Donc, voilà, c'était un peu ça. Mais sinon, je veux dire, de manière plus générale, ce qui m'a choqué là-bas, mais positivement, c'était vraiment l'ouverture d'esprit des gens. Vraiment, il y avait des gens très différents, ils étaient très friendly, et donc c'était bizarre de voir des gens aussi. Enfin, tu pouvais parler à un inconnu dans la rue, c'était pas bizarre. Tu souriais aux gens. On sent que tu viens de France. Moi, c'était pas normal pour moi. Et c'était très drôle. Enfin, tu t'es bien accueilli. Enfin voilà, tu te sens quand même dans une bonne atmosphère. Et pour vous dire, enfin, en revenant de San Francisco, quand je marchais à Sarcelles, je commençais à sourire bêtement dans la rue, mais je me suis vite calmée. Je me suis vite calmée. Mais ouais, c'est vraiment beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup d'initiatives. Les gens sont très politisés aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi cette question je pense que c'est un peu commun ça aux États-Unis, mais souvent on te demande salut, ça va, du coup c'est quoi ton ethnie, et donc c'est quoi tes origines en gros. Mais ça c'est vrai qu'on parle aussi, la parole est un peu plus libérée par rapport à ça, donc tout ce qui est ethnie, origine, immigration et tout, en fait c'est des sujets aussi un peu tabous en France, et c'était intéressant de pouvoir les étudier là-bas avec un autre prisme. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et en ce moment il y a toute la discussion de what's your pronoun, puisque en gros aux États-Unis les gens choisissent si tu les appelles il, elle ou tu vois. Et du coup il te dit en fait maintenant c'est plus je dois assumer que je vais t'appeler elle parce que tu es une fille, mais peut-être que toi tu veux que je t'appelle il et que je dis il quand je fais référence à toi, et du coup intéressant. Et peut-être juste avant de passer à la question sur le financement, Mehdi, nous, de notre côté, on recommande souvent ces expériences à l'étranger. Est-ce que tu considères que c'est super utile et que c'est une grosse source de richesse, et que si c'était à refaire, tu le referais, Zinat? Oui, en vrai, c'était, sans mentir, oui, la meilleure année de ma vie pour l'instant, parce que, enfin, en tout cas, moi, je l'aurais jamais cru, ça, de partir toute seule comme ça à San Francisco aux États-Unis, c'est à 12 heures de vol. Enfin, voilà, c'est un truc de ouf. Et je sais pas, d'aller là-bas, de voir, en fait, des choses aussi que tu vois dans les films, que tu vois pas dans la vraie vie. Enfin, par exemple, le Golden Gate Bridge, c'est un truc que je voyais tout le temps dans tous les films. Et arrivé là-bas, enfin, je voyais ça. Je suis allée aussi en Californie du Sud, donc Los Angeles, le boulevard Hollywood Boulevard. Deux choses, quoi, en fait. Choses que tu vois dans les films, et c'est quand même ouf de voir ça en vrai. Les paysages aussi, de grands paysages. Et en fait, en termes déjà d'expérience, c'est hyper enrichissant, mais en termes de rencontres, en fait. Tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. Et le fait d'aller à l'étranger et d'avoir aussi d'autres étudiants qui sont en échange, il y a direct une connexion et tu rencontres vraiment. Et là, j'ai des potes qui sont un peu partout dans le monde, et ça, c'est un truc de ouf aussi. Et c'est des moments, c'est une année inoubliable. Tu apprends beaucoup de choses. C'est toi aussi qui fais un peu ton projet. C'est un peu un rêve, on dirait que c'est faux. Mais... Okay, magnifique. Ouais, c'est ouf. Du coup, peut-être une question pour passer sur le financement, et en particulier sur cette année d'études-là. Est-ce que toi, en venant de Sciences Po, tu as dû payer les études à l'université de San Francisco ou pas? Alors, du coup, le concept de l'échange… Dans tes études à Sciences Po. Ouais, non, du coup, comme moi, je suis boursière, je ne paye pas mes études à Sciences Po. Donc, c'est gratuit Sciences Po pour les boursiers. Voilà, c'est ça. Il faut pas un copec. Sciences Po, c'est gratuit pour les boursiers. Ah non, ça veut dire que…
Ouais, non, bah du coup, on ne paye pas les frais de scolarité, mais en fonction aussi des revenus des parents. Donc, ça, c'est en fonction des calculs. Mais du coup, moi, je n'ai pas de frais. Et donc, mais si tu payes des frais de scolarité, donc tu payes ce que tu payes à Sciences Po, en fonction du revenu de tes parents, et ensuite, ou du foyer. Et ensuite, en fonction de. Enfin, et cette troisième année-là, tu ne payes pas les frais de scolarité de l'université dans laquelle tu es en échange, mais tu payes les frais de ton école initiale. Et c'est pareil, en fait, pour les gens qui viennent de l'université partenaire. Et donc, c'est ça un peu le concept d'université partenaire. Donc, que chacun paye les frais de son université initiale. Donc voilà. Sauf dans le cas de double diplôme où tu payes et ton école et l'autre école parce que c'est un double diplôme. Voilà, ça c'est des double diplômes spéciaux comme Berkeley ou Columbia où là ton portefeuille est très très mal. Ouais. Mais okay. Sciences Po gratuit, donc aucune raison en tout cas aucune raison pécuniaire, financière de ne pas faire Sciences Po. Super. Bah écoute, merci. Petit détail, changement aussi avec la réforme. Donc, je vous racontais tout à l'heure que les frais, enfin, il n'y avait pas de frais de dossier pour le concours. Il me semble que là, justement, il y a 150 € à payer pour, juste pour le concours, quoi, pour participer, pour candidater. Et ça, c'est nouveau, encore une fois, et on a eu la nouvelle à la dernière minute. C'est 30 grecs, ça passe. C'est une paire de requins, ça passe. Voilà. Voilà. Super. Question pour toi, hyper importante, Zinad. Tu nous as parlé beaucoup de ton parcours, tu nous as vendu un peu du rêve sur Sciences Po, sur San Francisco. Tu as connu beaucoup d'obstacles. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? D'où vient ta grinta? Des obstacles, ouais. Disons que déjà, le fait dans ma famille, j'ai pas eu de, entre guillemets, rôle modèle. Et donc, c'est vrai que c'était pas normal, pour ma famille, entre guillemets, hein, c'était bizarre pour moi de faire ce parcours-là. Ils comprenaient pas pourquoi je m'investissais autant dans mes études, et encore aujourd'hui parfois. Même si eux n'ont pas fait d'études, ils m'ont toujours soutenu, hein, ils m'ont toujours dit, vas-y, fais tes études, essaye de mieux réussir que nous, etc. Mais de l'autre côté, ils comprenaient pas forcément les enjeux pratiques. Donc, parfois, il fallait que je rentre beaucoup plus tard. Parfois, je manquais beaucoup de sommeil. J'avais besoin d'un espace calme pour bosser. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, moi, j'habitais chez mes parents, mais c'était pas toujours évident. Moi, je faisais, je devais faire mon devoir et c'était, Zinat, va réparer la frise, s'il te plaît. L'émission. Voilà, l'émission, mais ça, c'est normal. Mais disons que c'était difficile. Enfin, je me sentais souvent incomprise. Parce que moi, je devais quand même sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir réussir, du temps, de l'énergie, pour aussi rattraper. Parce que en soi, quand on arrive à Sciences Po, on se sent pas toujours à sa place. Et donc, on essaye de rattraper, d'étudier plus. On n'a pas toujours les méthodes qu'il faut. Donc, c'est beaucoup de travail aussi en plus. Et donc, voilà. Mais après, je pense, ce qui m'a toujours motivée aussi, c'est le fait de voir, je pense que c'est aussi la force de ma famille qui m'a toujours dit réussis, même s'ils ne comprenaient pas toujours dans les faits parfois, mais ils m'ont toujours dit réussis. Et en fait, j'avais toujours envie de réussir pour que aussi plus tard, eux, je puisse les mettre bien parce qu'ils ont galéré. Tu veux les mettre à l'abri, tu veux mettre la daronne à l'abri. Voilà, c'est ça. Mais non, en vrai, je pense que c'est ça aussi qui me motive. Et le fait de vouloir faire quelque chose que j'aime, et ça, c'est dur en vrai, de pouvoir faire quelque chose que tu aimes, dans lequel tu épanouis, mais de l'autre côté aussi, pouvoir subvenir à tes besoins financiers. Et donc, trouver le juste équilibre, c'est pas toujours évident. Et je pense que quand j'ai compris ça, c'était aux États-Unis, c'était dans un cours d'innovation et de créativité et de business. Et en fait, j'avais pas, quand en arrivant à Sciences Po, j'avais des notes, voilà, 12, 13, 15. En fait, ça augmentait, mais ça restait, c'était pas non plus 18 et 17 que j'avais l'habitude d'avoir au lycée. Et en fait, je m'en rendais pas compte, mais parce que c'était des choses nouvelles ou parfois ça me plaisait pas tant que ça. Et en arrivant à San Francisco, j'ai pris des cours qui m'intéressaient beaucoup parce on avait le choix. Et c'était des cours d'innovation, créativité. Et moi, je suis une personne assez créative. Et en fait, j'étais très à l'aise dans ces cours-là. Et c'est là aussi que j'ai compris que quand tu peux être très forte dans quelque chose que tu aimes, donc fais quelque chose que tu aimes. Et je pense que tu auras toujours la motivation de réussir. Et ça aussi, ça me pousse à toujours
chercher à faire quelque chose qui me plaît. Et je pense que ça aussi, c'est important. Même si c'est pas toujours évident, ça prend du temps et de l'énergie de savoir ce que c'est. Super. Juste avant de passer avant que tu nous expliques rapidement ce que tu fais et ce que tu as fait avec Article 1 et Ambition Campus, est-ce que tu peux nous partager peut-être un conseil pour ceux qui nous regardent, qui aimeraient suivre tes pas? En vrai, je pense que le premier conseil, c'est pas évident, mais enfin, se renseigner, vraiment, je pense, l'information, c'est trop important. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas, enfin, parfois, par exemple, Sciences Po, moi, je savais pas que ça existait. Et en fait, le fait de pas avoir l'information, ça me ferme déjà une porte. En fait, tu sais pas que Sciences Po existe, donc tu ne sais pas que Sciences Po existe, donc tu vas pas forcément postuler. Tu sais pas ce que c'est, donc tu vas pas forcément te diriger vers ça. Donc je pense que le plus important dès que possible, en fait, se renseigner partout. Et c'est pas toujours évident, mais aller vers les gens, poser des questions, surtout que, enfin, si les gens sont passionnés et que toi tu arrives avec une intention sincère, les gens sont toujours contents de partager en général. Et moi, c'est beaucoup ça aussi qui m'a aidée. Et moi, je vais pas vous dire hein, que voilà, je me suis faite toute seule, machin, machin. Non, non, en vrai, franchement, j'ai été bien entourée. Et je pense que ça, c'est très important. Je vous racontais hein, ma première, le fait d'avoir des gens qui te boostent, d'être dans une bonne dynamique. J'ai été accompagnée, j'ai été mentorée. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres et de gens qui m'ont boostée. Après, il faut faire le tri aussi. Et moi, je ne crois pas du tout au parcours tracé. Donc pour moi, j'en suis un petit peu la preuve dans le sens où je sors, enfin, j'ai pas encore fini Sciences Po, mais voilà, je sors de mon master et aujourd'hui, je fais un stage dans l'UX design. C'est pas vraiment quelque chose de très, enfin, c'est pas intuitif quoi, Sciences Po UX design, alors que de base, on me dit, bah, Sciences Po ministre. Enfin, vous voyez. Donc, je pense qu'il n'y a pas de parcours tracé et que c'est important de suivre aussi ses envies et que faut trouver le bon équilibre entre épanouissement et après voilà les questions un peu plus pragmatiques dans le sens où enfin je veux dire faire du zéro, etc. Tu disais quoi? Tu dis entre des trucs pragmatiques et kiffer et avoir et là il fait un petit peu quoi. Ouais, c'est ça. Mettre les darons à l'abri, ouais. Trop cool. Et peut-être juste pour enchaîner, ce sera ma dernière question. Donc j'ai appris qu'on faisait partie de la même association, Article 1 et plus précisément Fratelli. Donc déjà big up à tous les filleuls qui sont en train de regarder ou qui vont voir cette vidéo. Et du coup je voulais te poser deux questions, Zinat. La première c'est est-ce que tu peux nous décrire un peu le rôle de l'association et les critères de sélection et ensuite ce que ça t'a apporté. Oui. Alors. Je vais parler un peu des deux assos en même temps parce qu'elles sont intervenues dans mon parcours un peu en même temps. C'était du coup en terminale. Donc en terminale, quand je préparais Sciences Po, il y a eu l'association Ambition Campus qui m'a beaucoup aidée à préparer du coup ce concours avec des ateliers, de l'accompagnement, du mentorat. Et en parallèle, donc cette association nous a parlé à la fin de l'année d'Article 1, donc Enseignement Fratelli, et qui est aussi une association qui aide les étudiants qui les accompagne tout au long de leur parcours post-bac et aujourd'hui aussi avant le bac parce que du coup l'association a bien grandi depuis le temps et donc ça fait 4-5 ans que je suis toujours en lien avec les deux assos. Donc pour Article 1, j'ai intégré le programme dès ma première année à Sciences Po. J'ai eu une mentor qui est toujours ma mentor actuelle, donc ça fait 5 ans qu'on se connaît et qu'elle m'accompagne et qu'elle m'aide en termes de méthodologie, en termes d'organisation dans la vie de tous les jours. Elle me donne des conseils pour mes stages, comment appréhender un peu le monde du travail, ce genre de choses. Et c'est un soutien, à la fois méthodologique, mais aussi moral, surtout en cette période de Covid. Et donc, elle aussi, elle a eu un rôle très important dans mon parcours à chaque fois. Elle relisait mes lettres de motivation. Enfin voilà, c'était vraiment d'une grande aide. Et donc ça, je pense que ça change la donne aussi d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Et encore une fois, on revient sur le fait d'être bien entouré. Et ensuite, Ambition Campus de l'autre côté. Donc j'ai intégré l'asso après donc quand je suis arrivée à Sciences Po en tant que bénévole. Et donc j'étais dans l'asso en première année, en deuxième année. Donc après je suis partie aux États-Unis, je suis revenue. Et là donc en revenant en master 1,
Donc, j'ai repris la vice-présidence et cette année, je suis présidente de l'association. Et l'asso grandit aussi. Et le but de l'asso, du coup, c'est d'aider les étudiants du réseau d'éducation prioritaire à intégrer Sciences Po, mais aussi d'autres parcours d'excellence. Et ça passe à travers du mentorat, des ateliers méthodologiques, de l'orientation. Et d'ailleurs, en termes de ressources, on fait des podcasts aussi pour toucher d'autres gens par rapport à l'orientation. Ça s'appelle Radio Ambition Campus. On a des émissions, donc Trace ta route sur l'orientation pure et d'autres dans le campus sur la vie étudiante aussi et des tips pour un peu réussir dans la vie étudiante. Top, magnifique. Bah écoute, on va essayer de faire un petit récap. On mettra les liens en commentaire ou dans le post pour que ça puisse aider ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Zinat, je te laisse closer du coup, Bilal. Ouais, très bien. Merci beaucoup encore une fois, Zinat. Merci à l'équipe. Toujours au top. Merci à l'audience. Et du coup, les messages à retenir pour moi, c'est Sciences Po, c'est une école top. 20 à 30% de boursiers, quota. Et c'est gratos. Donc, aucune excuse. Go, go, go. Et on revient. Donc, merci encore une fois. Et on revient ce dimanche avec un autre profil au top. C'est à la fois un killer et un de nos gars sûrs, un très, très, très bon pote qui va venir et qui est diplômé de Centrale Paris. Il s'appelle Nabil et le prochain live aura lieu ce dimanche. Donc, stay tuned et à bientôt tout le monde. Merci. Merci à tous. Merci Zinat. Et le 11 mars, Parcoursup. Ouais. N'oubliez pas. 11 mars. Ciao, ciao. Ciao.